Aujourd'hui, nous recevons l'éditeur réaliste, M. Karim Maïzo, qui va nous parler des 52 ans d'humiliation du Congo. Monsieur Maïzo, bonjour. Bonjour, la Rose du Congo. Quel bilan pouvons-nous dresser depuis le 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, le 30 juin 2012? Le bilan qu'on peut dresser est un bilan extrêmement négatif parce que quand on regarde les niveaux du Congo en 1960 et aujourd'hui, le pays n'a fait que régresser. D'un pays presque émergent, le 30 juin 1960, avec un franc congolais qui valait 2 dollars américains, aujourd'hui nous avons un pays qui est bon dernier dans l'indice de développement humain. Donc c'est le pays où on vit le moins bien dans le monde, derrière les Niger, le Tchad et la Somalie. Et quels sont les facteurs qui ont influencé cette crise? Alors, les facteurs, il y a ce qu'on appelle les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, c'est des facteurs extérieurs, c'est la colonisation et le néocolonialisme. Vous savez, on a eu la malchance d'avoir été colonisé déjà, et puis d'avoir été colonisé par un petit pays de rien du tout. Bon, certains peuples du monde peuvent se réjouir en se disant, bon, nous on a été colonisés, mais par un grand pays, une grande civilisation, par exemple la Grande-Bretagne, la France. Nous, on a été colonisés par un petit pays. On a été humiliés de 1908 à 1960. On a vraiment été humiliés. On connaît ce que le roi Léopold II a fait. Il a commis un génocide au Congo. Le Congo a presque porté l'économie belge. À l'époque de la colonisation, si quelqu'un ne totalise pas les quotas de caoutchouc qu'il devait produire, on lui coupait la main. Ça, c'est une humiliation alors totale. On a connu un génocide avec Léopold II dont on ne parle pas. On a connu des mutilations corporelles dont on ne parle jamais. On a connu la spoliation. On a connu le fouet. Ça, c'est la première humiliation pendant l'époque coloniale. Bon, après l'indépendance, la deuxième humiliation qu'on a connue, c'est qu'il y a eu une table ronde en Belgique. On a organisé 2 tables rondes. Une table ronde économique et une table ronde politique. Cela veut dire quoi? Donner aux Noirs leur pays qui gèrent la politique. Nous, les Blancs, nous allons toujours continuer à gérer l'économie, c'est-à-dire à garder les richesses de ces pays pour nous. Donc nous avons un pays qui nous appartient, c'est juste le sol, mais tout ce que ces pays produisent comme richesse ne nous appartient pas. Ça, c'est la deuxième cause d'humiliation. La troisième cause, c'est juste après les indépendances, la Belgique, qui est partie par la petite porte, qui s'est enfouie le 30 juin 1960, est revenue par la grande porte en excitant la sécession du Katanga. Et depuis cette période, on n'a jamais connu la paix. Je parlais des facteurs exogènes. Parmi ces facteurs, il y a par exemple l'installation de M. Mobutu au pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui a été boutiqué par les Belges et les Américains. Et Mobutu, depuis qu'il était là, il ne travaillait pas pour le pays. Il travaillait pour la Belgique, il travaillait pour les Américains parce qu'il devait jouer le rôle de la politique de l'endiguement. Endiguer le communisme en Afrique centrale, que le communisme puisse s'arrêter en Angola, mais que ça ne vienne pas jusqu'au Congo. Et à force de lutter contre le communisme, monsieur avait oublié qu'il devait aussi travailler pour son pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pillé son pays complètement. Vous pensez qu'avec tout ce qu'on a comme richesse, on avait besoin que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Belgique, la France, les États-Unis nous prêtent de l'argent? Ça aussi, c'est une humiliation. Le fait qu'on nous prêtait de l'argent à tout bout de champ, et l'argent qu'on nous prêtait était mis dans des comptes en banque en Occident, notamment en Suisse, en France, ou dans des paradis fiscaux. Et tous ces pays occidentaux qui nous disent qu'ils sont des parangons de la bonne gestion, de l'honnêteté. Mais ces pays recèlent l'aide économique qu'ils nous donnent, qui est volée par nos dirigeants, qu'ils gardent dans leurs propres banques. Ça aussi, c'est vraiment une véritable humiliation. Mais les facteurs endogènes, parce que ça c'était des facteurs exogènes, les facteurs endogènes, c'est nous-mêmes le peuple congolais. Le peuple n'a que les dirigeants qui méritent. Si on a eu Mobutu, c'est parce qu'on l'a mérité. On n'a rien fait pour protester. Bon, il y a eu quelques protestations, ça c'est vrai. En 1969, il y a eu des massacres des étudiants, il y a eu quelques politiciens, il y a eu les 13 parlementaires qui se sont révoltés contre Mobutu. Mais chaque fois que les étudiants, les parlementaires ou certains corps constitués avaient protesté contre la politique de Mobutu,
Toute la population n'a pas suivi. Conséquence, on a laissé Mobutu plus de 30 ans au pouvoir. Nous humilier, nous confisquer notre pays et faire de nous des parias dans notre propre pays. Voilà, ça, ce sont les facteurs donc exogènes et endogènes. Mais pendant le règne de Mobutu, il y a quand même eu une petite période de croissance, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas pu continuer? Bon, la période de croissance, c'est entre 1965, lorsqu'il a pris le pouvoir, et 1974. Bon, là, c'est comme le pays avait encore des infrastructures qui marchaient, il y avait une certaine croissance. La croissance s'est arrêtée au prorata de l'augmentation de la corruption. Donc, plus Mobutu devenait corrompu, plus le pays s'en allait à volo. Donc, cette croissance a été arrêtée lorsqu'on a commencé à violer les droits de l'homme, à faire en sorte qu'on n'ait pas une justice digne de ce nom, lorsque l'armée a commencé à se tribaliser, et lorsque la corruption a pris beaucoup d'ampleur, donc le pays a commencé à s'enfoncer jusqu'à atteindre les abîmes. Mais qu'est-ce qui a fait que Mobutu s'est laissé corrompre jusqu'à ce point-là? Ben, moi, je pense que c'est question d'éducation. Hein. Un politicien, il doit avoir le sens de l'intérêt collectif. Un politicien qui oublie qu'il est là au service du peuple, parce qu'en Afrique, c'est ça la grande erreur, surtout au Congo. La classe politique oublie qu'ils sont au pouvoir au service du peuple. Et ils pensent qu'ils sont là des droits divins, donc tout leur tombe du ciel, l'autorité vient de Dieu, et ils doivent jouir de toutes les richesses à leur propre compte, sans tenir compte de qui que ce soit. C'est ainsi que Mobutu, pour par exemple construire la ligne d'électricité haute tension Ingashaba, il a touché des commissions. Comment ça vous êtes un président d'un pays et vous touchez des commissions sur quelque chose que l'on fait pour le bien de ces pays-là? Ça n'a pas de sens. Et lorsqu'il a développé un goût du luxe exagéré, est-ce qu'il avait besoin de construire tout ce qu'il a comme villa, tout ce qu'il avait comme villa en France, dans le sud, à Cap-Martin, en Suisse, où il a même déplacé tout un rail de train, aux États-Unis, partout. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de tout ça? Moi, je pense que la corruption, c'est un problème d'éducation et un problème de moralité. Les politiciens congolais sont tout simplement des immoraux. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Bon, le départ de Mobutu, c'est que monsieur est resté longtemps au pouvoir. Il a beaucoup servi les intérêts des Occidentaux. Et lorsque les Occidentaux n'en avaient plus besoin, ils l'ont jeté comme un chiffon. C'est comme ça que ça se passe. Vous travaillez pour eux, vous êtes l'enfant chéri. Les jours où ils n'ont plus besoin de vous, ils vous comme un chiffon, comme un vulgaire chiffon, comme une serpillière. Et c'est ce qui s'est passé avec Mobutu. Lorsqu'on n'avait plus besoin de lui, on a trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer, on l'a fait partir. Et comme il s'accrochait au pouvoir, ben on lui a dit, bon écoute, ou vous obéissez, ou on vous humilie encore plus. Et moi, l'image qui m'a le plus touché, c'est que, juste avant son départ, lorsqu'ils ont organisé des négociations dans un navire de guerre sud-africain, dans le port de Pointe-Noire au Congo à Brazzaville, c'est l'Utenika, on a vu Mobutu, le dictateur, l'homme fort, celui qui était un guerrier, un battant, celui qui a colonisé un pays aussi énorme de 2 345 409 km² pendant plus de 30 ans. On a vu ce monsieur se faire aider par un vieillard fatigué, Nelson Mandela. Ça, c'était aussi un symbole de l'humiliation. C'est-à-dire, on a été fort, on n'a pas travaillé pour son pays, et vers la fin, au soir de ce jour, on est soutenu par quelqu'un qui, normalement, a déjà perdu sa force physique, mais qui a quand même sa force mentale. Et cette façon dont on l'aidait à se relever, bien qu'il soit malade, c'était aussi une symbolique. Cela montrait que pendant 30 ans, il n'a rien fait pour son pays et qu'on avait toujours besoin de béquilles pour être debout. Ça, c'était les images fortes de la chute de Mobutu. Ok. Et pendant la présidentielle de Kabila le père, il y a eu aussi la crise a continué. Et quelles sont les principales causes qui ont fait que Kabila nous ait enfoncé encore un peu plus dans cette crise? Parce qu'on ne tire jamais la légitimité du pouvoir de l'étranger. Le pouvoir doit émaner du peuple. Kabila est venu avec les étrangers, c'est-à-dire les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Et tout cela derrière eux, il y avait les Américains et les Belges.
qui ne veulent pas d'un Congo indépendant parce qu'ils doivent continuer à piller les pays. Donc, le fait qu'il soit venu avec les étrangers, il n'est pas venu pour travailler pour le pays, il est venu pour garantir les intérêts des étrangers. Et d'ailleurs, de toutes les façons, lorsqu'il a tourné Kazakh, qu'il a voulu travailler pour le pays, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a assassiné. Donc, on ne peut jamais développer un pays ou travailler pour un pays tout en tirant sa légitimité de l'étranger. Mais comment on explique que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, après l'assassinat d'un président, il n'y ait toujours pas de... commission d'enquête pour trouver qu'il a assassiné? Oui. Mais c'est tout simplement parce que ceux qui l'ont assassiné, c'est des pays très puissants. Et ces pays-là étouffent cette affaire. Tu peux comprendre que Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais, monsieur n'était qu'un premier ministre. Il n'était même plus au pouvoir. Lorsqu'on l'a assassiné, la communauté internationale a dépensé presque $1 milliard pour trouver qui l'a assassiné. Un ancien premier ministre. Mais pour Kabila, un président, aucune enquête. Pour Lumumba, qui était aussi premier ministre, qui a été assassiné, aucune enquête. Donc les Occidentaux ne mènent des enquêtes que quand ça les arrange. Lorsque ça ne les arrange pas, il n'y a aucune enquête. C'est comme ça. On a tué Thomas Sankara, un panafricaniste, pas d'enquête. Rafik Hariri, oui, il faut une enquête parce que Rafik Hariri, c'est quelqu'un qui travaillait pour leurs intérêts. Donc c'est comme ça que les choses marchent. Et c'est malheureux. Mais comment on explique que jusqu'aujourd'hui, les pays africains ont tant besoin de l'aide occidentale jusqu'aujourd'hui? Parce que les dirigeants africains ne tirent pas leur légitimité des populations africaines, ils tirent leur légitimité d'anciens colonisateurs qui, eux, leurs intérêts ne sont pas compatibles avec les intérêts des populations africaines. Donc, les dirigeants qui sont là, ils sont corrompus. Les Occidentaux ont installé en nous une mentalité d'assister. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas être autonome, tu ne dois pas travailler pour ton propre compte, on doit toujours t'aider. On doit toujours t'aider. Et comme les dirigeants qui sont là pensent qu'il faut toujours qu'on nous aide, ils demandent de l'argent en Occident. Mais s'ils se concentraient, s'ils arrêtaient avec la corruption, s'ils installaient une vraie démocratie avec nos richesses, nous pouvons nous en sortir seuls. On n'a pas besoin de l'Occident pour cela. Mais comme on a des dirigeants pro-occidentaux qui tirent leur légitimité des pays occidentaux, voilà, la conséquence, c'est qu'on sera toujours des enfants, des éternels enfants qui dépendent d'eux. Pouvez-vous nous parler du rôle de Kasavubu dans l'évolution du Congo? Kasavubu, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance du Congo. Il s'est réellement battu. Au départ, la Bako était un mouvement culturel exclusivement réservé au Bas-Congo. Mais lorsqu'il se battait pour l'indépendance, il ne se battait pas que pour l'indépendance du Bas-Congo, c'était pour l'indépendance du pays tout entier. Alors, qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Il nous laisse comme héritage du président le plus honnête de l'histoire du Congo. Il n'a pas été corrompu, il n'a pas volé. Lorsqu'il allait en mission à l'étranger, il remettait l'argent qui restait à la caisse. Donc c'était quelqu'un de très honnête. Mais malheureusement, les Belges l'ont manipulé sans qu'ils s'en rendent compte et ils l'ont empêché d'aller jusqu'au bout de la noble mission qu'il avait pour le Congo. Donc ils l'ont neutralisé et en neutralisant Kasavubu, ils en ont profité pour assassiner aussi Lumumba qui avait une vision d'un enfant du pays, un nationaliste. Et c'est la mort de Kasavubu, de Lumumba, qui nous crée des problèmes jusqu'aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas résolu la mort de ces messieurs, tant qu'on n'aura pas résolu l'affaire de cette mort, tant qu'il n'y aura pas eu une enquête, tant qu'on n'aura pas puni les responsables de ceux qui l'auront fait, qui ont fait cette histoire. Et quelle est la part de Kasavubu dans la mort de Lumumba? Kasavubu, en fait, lui, il n'a pas participé dans la mort de Lumumba. Celui qui en connaît beaucoup sur la mort de Lumumba, c'est Mobutu. Mais c'est lui qui était le président pourtant. Non, mais quand on a assassiné Kasavubu, Lumumba, Mobutu avait déjà fait un coup d'État. Il avait neutralisé le gouvernement. Il avait déjà fait un coup d'État, c'est Mobutu qui avait pris le pouvoir. Kasavubu, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a limogé Lumumba comme Premier ministre. La seule responsabilité de Kasavubu, c'est d'avoir limogé Lumumba comme Premier ministre, et Lumumba, qui avait la majorité parlementaire, l'a aussi limogé, et il y a eu une crise politique, laquelle crise politique créée bien sûr par les Belges, ils en ont profité pour fomenter une grande guerre,
et provoquer un blocage institutionnel, ce qui fait que les choses n'ont pas bien marché déjà vers ces années-là, vers les années 61, et Mobutu avait neutralisé les gouvernements, et en neutralisant les gouvernements, il a bien participé à l'assassinat de, il a bien contribué à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et pouvez-vous nous parler de l'humiliation sociale et religieuse, surtout par rapport à Kimbangu, Monsieur Kimbangu? Voilà. Kimbangu, c'était un chrétien protestant. C'était un visionnaire. C'était un nationaliste. C'était un anticolonialiste. Il peut faire partie de ce que l'on considère comme un des pères de l'indépendance du Congo. Parce que lui, il s'est battu pour l'indépendance mentale du Congolais. Et conséquence, on l'a déporté au Katanga, dans une prison, je pense à Boulouo. On l'a arrêté et on l'a copieusement humilié parce qu'il se faisait tabasser tous les jours. Mais avant lui, il y a eu déjà Madame Kimpavita, maman Kimpavita, qui a protesté contre les colons et qui a été brûlée vive. Après, il y a eu Lumumba. Lumumba, il a protesté contre la colonisation et il a œuvré pour la conscientisation et la libération mentale du peuple congolais. Il a été humilié, mis en prison, tabassé. Mais qu'est-ce qui a fait que personne ne s'est révolté ou n'a soutenu Kimbangu au moment où il a été arrêté? Mais parce qu'à cette époque-là, c'était sous la colonisation et la colonisation était très dure. Pour un oui ou pour un non, on vous coupe les bras. Pour un oui, pour un non, on vous pend haut et court. À cette époque, il y avait des assassinats comme pas possible. Donc, les gens... La colonisation, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Hein. Les gens protestaient. Sauf que à cette époque, la répression était tellement dure que le processus de libération était long. Imagine-toi que la colonisation est allée de 1908 à 1960. Déjà que de 1881 à 1908, c'était toujours aussi la période coloniale, hein, depuis la conférence de Berlin. Donc, la conférence de Berlin, le Congo est donné au roi des Belges. Donc, le roi des Belges gère le pays de 1881 à 1908. Et en 1908, il le cède à la Belgique parce qu'il avait une dette de 300 millions de francs or qu'il avait contractée auprès de la famille royale de Hanovre, laquelle famille royale de Hanovre est cousine à la famille royale britannique. Et ne parvenant pas à payer cette dette, il a hypothéqué le Congo qui était son jardin. Vous vous rendez compte, ces grands pays étaient les jardins d'un roi despote, du roi Léopold II. Donc il a hypothéqué le pays, et comme il ne parvenait pas à payer la dette, donc il a dû céder le pays à la Belgique. La Belgique l'a exploité à fond pour payer cette dette-là. Donc la Belgique a exploité le pays de 1908 à 1960. Et en 1960, c'était la pseudo-indépendance, parce que être indépendant, c'est l'être politiquement, économiquement et dans tous les sens du terme. Or, nous, on n'est pas indépendant. Quand on parle d'indépendance, il faut toujours mettre entre guillemets. C'est la dépendance. On a quitté seulement la colonisation pour la néocolonisation, qui est une forme de colonisation encore plus dure et encore plus hideuse. Donc, de 1908 à 1960, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Et donc, les gens ont protesté à fond, mais on a eu des résultats qu'en 1960. Et donc, c'est la colonisation rwandaise au Congo? Oui, maintenant, il y a la colonisation rwandaise au Congo parce que tout l'est du pays est occupé par le Rwanda. Ça, c'est aussi une grande humiliation. Vous vous rendez compte que le Rwanda, c'est un petit pays qui peut rentrer au Congo 80 fois. Mais comment pouvons-nous expliquer cette colonisation? Oui, tu dis? Comment pouvons-nous expliquer cette colonisation? Derrière le Rwanda, il y a les États-Unis. Derrière le Rwanda, il y a les États-Unis. On n'est pas colonisé par le Rwanda, on est colonisé par les États-Unis. Parce qu'ils visent nos matières premières, qu'ils pillent à longueur de journée. Et voilà quoi. Et quel est le bénéfice du Rwanda en colonisant notre pays? Mais le grand bénéfice, c'est le bénéfice économique. Tu as vu le Rwanda, c'est le pays avec l'Angola qui fait une des plus grandes croissances économiques en Afrique. Mais eux, ils ont quoi comme richesse? Que du thé. Le Rwanda est devenu un grand producteur d'or, de diamants et de coltan. D'où viennent toutes ces richesses? C'est les richesses que le Rwanda pille à l'est du Congo. C'est-à-dire le Rwanda est un sous-traitant. Il y a les commanditaires, c'est-à-dire les pays occidentaux, les États-Unis, le Canada, la Belgique, tout ça, la France, la Grande-Bretagne. Ça, c'est les commanditaires. Les sous-traitants, c'est le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et les exécutants, c'est les Nkunda Batware, les Bosco Ntaganda, les gouvernements de Kinshasa. Tout ça, c'est la MONUSCO, c'est des exécutants. Alors, le Rwanda, lui, travaille pour les pays occidentaux et il tire son pourcentage. Il retire sa commission. Dans cette histoire, donc, le Rwanda, pour lui, c'est du tout bénéf. Hein.
Ils ont fait beaucoup d'argent. Et pouvez-vous développer un peu plus par rapport à l'humiliation sociale qu'a subi le Congo? L'humiliation sociale qu'a subi le Congo, c'est, vous voyez, nous sommes dans un des pays potentiellement le plus riche du monde, avec la population la plus pauvre du monde. C'est ça l'humiliation sociale. Lorsque vous vivez dans un pays où, au marché, on coupe une boîte de tomates en plusieurs morceaux pour vendre des tomates en boîte déjà ouvertes et les vendre en petits morceaux, ça c'est humiliant. Quand vous êtes dans un pays où les gens passent avec des dentifrices, vous payez une petite somme. Et on vous vend du dentifrice, disons, on vous vend comment dire, une portion de dentifrice juste pour vous brosser les dents. Ça, c'est une humiliation. Si vous êtes dans un pays où les gens mangent une fois par jour, ou à tour de rôle, les garçons mangent les lundis, les filles mangent les mardis, ça, c'est une humiliation. Si vous êtes dans un pays où les fillettes sont obligées de se prostituer à l'âge de 12 ans, ça, c'est vraiment une très grande humiliation. Si vous êtes dans un pays où on viole à peu près 15 000 femmes par mois, le viol est un des plus grands crimes qui puisse exister dans ce monde. Et si dans un pays où on peut violer 200 000 femmes dans le silence le plus absolu, ça c'est une humiliation. Si vous êtes dans un pays où on viole des garçons, où on viole des parents, on viole les mamans devant leurs enfants, on viole les enfants devant leurs parents, on viole les sœurs devant les frères, ça c'est une humiliation alors inacceptable. On est dans un pays où 80%, donc 86% de la population active est au chômage. Ça, c'est une très grande humiliation. On est dans un pays où manger juste une cuisse de poulet est un événement pour certaines familles. Certaines familles ne mangent le poulet qu'une fois par an. On est dans un pays où le lait, c'est un luxe. Ça, c'est vraiment une humiliation. On est dans un pays où les bébés sont retenus à la maternité parce que leurs papas n'ont pas de quoi payer les gynécologues. On prend les bébés en otage dans une maternité. Ça, c'est vraiment une humiliation. Et on est dans un pays où les gens ne réfléchissent plus. Ce sont les pasteurs qui réfléchissent à leur place, qui les escroquent, parce qu'ils leur disent, sur cette terre des hommes, ça ne va pas, vous aurez les saluts au ciel, au lieu de leur apprendre de conquérir leur indépendance, de conquérir leur salut là, maintenant, ils leur disent, les saluts, c'est pour demain. Toutes ces églises qui pullulent à Kinshasa, où on escroque les gens, qui pullulent partout au Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Boma, à Mbandaka, à Kisangani, à Matadi, où que vous voulez. Ça, c'est vraiment une très grande humiliation. Et comment peut-on expliquer l'emprise des pasteurs sur la population? Quand la population est désespérée, la tendance est d'aller vers le spirituel. Donc, première emprise, c'est le terrain, il est fertile. Le terrain fertile, c'est quoi? Le terrain fertile, c'est la misère extrême et énorme du peuple congolais. C'est cette misère-là qui fait que la population soit réceptive à ce genre de message. Mais ces pasteurs-là ne sont pas là par hasard. Ils ont été institués par des pays occidentaux pour nous coloniser mentalement. Parce que le message qu'ils font passer, c'est quoi? C'est un, toute autorité vient de Dieu, donc vous devez vous soumettre. De deux, quelle que soit la souffrance que vous avez, ne faites rien pour que ça change. De toutes les façons, le salut, c'est au ciel. Si vous souffrez sur cette terre des hommes, demain vous vous retrouverez au paradis. Mais qu'ils aillent dire la même chose en Belgique, en France et des pays développés. Pourquoi ne leur dit-on pas ça que bon, voilà, ces richesses de la terre, c'est inutile. Les TGV, ça ne sert à rien. L'avion, ça ne sert à rien. La sécurité sociale, ça ne sert à rien. Le bon salaire, ça ne sert à rien. Vivez pauvrement, le salut, c'est au ciel. Pourquoi on ne le dit pas en Belgique, aux États-Unis? C'est seulement au Congo. C'est parce que c'est quelque chose de voulu. Pensez-vous que pour libérer la population, il faudrait détruire toutes les églises? Est-ce que ce serait une solution? Il faut réglementer déjà les secteurs de l'église. Il faut les réglementer. Il faut leur imposer des taxes énormes. Ce sont des petites et moyennes entreprises religieuses qui se font beaucoup d'argent sur le dos de la population. Il faudrait répertorier toutes les églises, leur imposer des taxes énormes. Beaucoup d'églises vont disparaître. Mais vous savez, les gens remplissent les églises parce qu'ils n'ont pas de boulot. Il suffit de donner du boulot à tout le monde. Tu penses que quelqu'un qui est au boulot de lundi à vendredi de 8h à 17h, il a le temps d'aller à l'église lundi matin? Parce qu'à Kinshasa, si tu circules, tu vois, lundi matin, il y a du monde à l'église. Mardi après-midi, il y a du monde. Mercredi soir, il y a du monde. À tout moment de la journée, il y a du monde à l'église. Pourquoi? Parce que les gens sont au chômage. Dès que le pays va commencer à marcher, qu'il y aura du boulot, croyez-moi, dans les églises vont commencer à se vider.
Parce qu'en effet, la plupart des pasteurs n'ont suivi aucune formation religieuse. Oui, mais ils ont une très bonne formation en escroquerie. Ok. Finalement, pour une petite question d'actualité, que pensez-vous de l'arrestation de M. Diomi? Ben, l'arrestation de M. Diomi, c'est une façon de mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui est dans l'opposition réelle et qui se bat contre son pays. Cette arrestation, si elle s'avérait, parce qu'on lui dit, disons, on l'accuse d'avoir violé deux enfants, bon, il faut vraiment qu'on ait déjà une justice digne de ce nom pour qu'on puisse éclairer cette affaire. Mais moi, je pense que c'est une arrestation à caractère politique pour mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui est très actif dans l'opposition, notamment, bon, dans l'opposition réelle, mais notamment auprès du président légitimement élu, M. Etienne Tshisekedi. Mhm. Donc vous pensez que la justice congolaise a été elle aussi corrompue aujourd'hui? Hyper corrompue, corrompue jusqu'à fond, on n'a pas de justice, c'est une espèce d'injustice. On n'a pas de justice. Il faut vraiment qu'on restructure le secteur judiciaire congolais. On a des magistrats très corrompus, on a un pouvoir judiciaire qui n'est pas indépendant, mais qui dépend du pouvoir politique. Or, la démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires doivent être indépendants les uns des autres. Mais nous, au Congo, le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif, lequel pouvoir exécutif est très corrompu. Conséquence, le pouvoir judiciaire est corrompu, et comme le pouvoir législatif est aussi corrompu, donc nous sommes dans un environnement de corruption tous azimuts, ce qui fait que le pays ne peut pas aller de l'avant. Okay. Et pouvez-vous nous parler en général des élections 2011, comment se sont-elles déroulées? Ben, les élections de 2011 se sont mal déroulées parce que c'est à l'instar des élections de 2006. Hein. Les élections de 2006, les Occidentaux avaient leurs candidats. Ça, c'est clair. Ils avaient déjà leurs candidats. Tout ce qu'on faisait à Kinshasa, au pays, c'était de la mascarade. C'était tout simplement de la mascarade. Ils avaient déjà leurs candidats qui devaient être là pour servir leurs intérêts. Bon. En 2011, lorsque les Congolais ont vu les résultats que ça donnait depuis 2006 jusqu'à 2011, ils ont décidé de faire les choses autrement. Et en 2011, il y a eu des élections, le peuple congolais a voté, sauf que la commission nationale, la commission électorale nationale indépendante n'a pas publié les vrais résultats. Elle a publié les résultats qui allaient dans le sens des intérêts des Occidentaux. Conséquence, on a un pouvoir qui n'est pas légitime. Mais est-ce qu'on peut vraiment dresser un parallèle entre les élections 2006 et 2011? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? Bon, la différence, c'est que les deux élections étaient frauduleuses, mais sauf qu'en 2006, la population congolaise n'avait pas compris ce qui s'est passé réellement. Ils ont protesté de façon molle. Et Jean-Pierre Bemba, qui avait des armes, a essayé de protester militairement. Il a été maté par Artemis. Artemis, c'est la force de l'Union européenne qu'ils ont envoyée au Congo. Et il a été maté par les troupes étrangères qui étaient au Congo et par la MONUC à l'époque, qui est devenue aujourd'hui la MONUSCO. Alors, pour les élections de 2006, il y a quelque chose d'étonnant. C'est la première fois au monde où les Occidentaux offrent à un pays qui veut piller et coloniser, continuer à coloniser, un kit électoral complet. Ils nous ont donné l'argent, 550 millions d'euros, ils nous ont donné les urnes, ils nous ont donné les candidats, ils nous ont donné le mode de scrutin, ils nous ont donné les résultats, donc tout complet. Ils avaient déjà tout, ils ont tout ramené, et les noms des candidats, et les scrutins, et les pourcentages de vote, tout ce que vous voulez. Ils nous ont donné un kit électoral complet, y compris une armée pour mater ceux qui n'accepteraient pas ces résultats. C'est ce qui s'est passé au fait. Comment expliquer que juste après, avant la publication des élections, l'Union européenne a envoyé la force Artemis à Kinshasa? C'était pour mater la population de Kinshasa. Si elle osait protester contre les résultats électoraux, elle sera très bien châtiée et punie. Mais maintenant, en 2011, les choses se passent autrement, parce que la population est devenue encore un peu plus mature, un peu plus mûre, et elle continue de protester jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui fait la grande différence entre 2006 et 2011, c'est le phénomène combattant. En 2006, il n'y en avait pas. En 2011, les Congolais de la diaspora, en tout cas la majorité, a dit non. Non à la colonisation, non à l'humiliation, non au néocolonialisme. Et c'est cette population qui constitue la principale force
d'opposition contre ce qui se passe au pays. Et c'est ça qui a donné un espoir. Les gens pensaient que le Congo était perdu. Le Congo n'est pas perdu. Voilà comment les gens se sont élevés en Occident, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël, en Afrique du Sud, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en Norvège, en Suisse, en France, en Belgique, en Italie, un peu partout, les Congolais, même en Russie, les Congolais se sont levés pour dire trop c'est trop, tout cela doit s'arrêter. Et ce qui me fait beaucoup de plaisir encore, et notre espoir, c'est que avant c'était une histoire des adultes, mais maintenant, même vous les enfants, vous y êtes mis. Ça c'est un espoir, parce que l'avenir du pays c'est les enfants. Vous vivez en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Vous avez tout, vous avez l'école gratuite, vous étudiez dans de bonnes conditions, vous avez accès à de nouvelles technologies. Vous pouvez aussi vous dire, bon, on s'en fout, hein, ça ne nous concerne pas et ça passe. Mais vous ne le dites pas, vous vous battez pour votre pays, cela montre que tout n'est pas perdu. Le travail que les combattants ont fait, ce n'était pas un travail inutile et que la relève est assurée parce que vous, nos enfants, vous vous mettez pour vous battre pour votre pays qui doit changer. Parce que personne ne peut comprendre qu'un pays aussi riche, qui fait partie des 5 pays les plus riches au monde, potentiellement, avec le Canada, la Russie, la Chine, le Brésil, et d'une certaine... Bon, les États-Unis, c'est un peu différent. Je dis potentiellement en richesse, hein, du sous-sol et du sol. Comment ces pays peut-ils se retrouver bon dernier en matière d'indice de développement humain? Ça, c'est vraiment une honte. Mais heureusement que vous, nos enfants, vous comprenez ce qui se passe et que vous vous êtes décidé de vous lever, de dire non, les choses doivent changer. Et moi, j'ai espoir que le Congo de demain sera un pays radié, un pays émergent, car je pense que l'espoir du monde, c'est quelque part le Congo. Hein. Nous sommes le poumon du monde avec le Brésil, parce que nous avons la deuxième plus grande forêt équatoriale du monde. Nous avons le seul fleuve à régime régulier du monde. Un des plus grands au monde, c'est le fleuve Congo. Nous avons la plus grande potentialité en hydroélectricité au monde. C'est le potentiel qu'on a déjà au niveau d'Inga, mais Inga, ce n'est pas le seul barrage au Congo. Nous avons parmi les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Ça, c'est avec la crise de l'eau. L'eau est devenue un enjeu. Donc, le Congo peut jouer un grand rôle. Nous avons le plus grand réserve de coltan au monde. Ce qui fait que le monde d'aujourd'hui fonctionne avec les nouvelles technologies. Et qui dit nouvelles technologies dit coltan. Donc, c'est le Congo qui fait fonctionner le monde. Sachez que la deuxième guerre mondiale a pris fin avec l'uranium du Congo. Parce que l'uranium avec lequel les Américains ont fabriqué la bombe atomique qu'on a lancée à Hiroshima et Nagasaki venait de Chikolobo au Katanga. Donc, c'est avec le Congo qu'on a terminé la Deuxième Guerre mondiale. En quelque sorte, c'est avec le Congo qu'on avait fini la Première Guerre mondiale. Les Congolais sont allés se battre jusqu'à Tabora, Mayenge, ils sont allés même jusqu'en Birmanie pour se battre, pour pacifier le monde. Mais sachez que c'est aussi avec le Congo que nous passons de la révolution industrielle à la révolution des nouvelles technologies. Donc c'est un pays majeur au monde et ce pays-là vous appartient, c'est à vous les enfants de sauver ce que nous les adultes on n'a pas pu faire. En parlant des enfants, pensez-vous que c'est à cause de la différence qui règne ici qui a fait que les enfants aient eu envie de se mêler à ces manifestations? Oui, ça j'en suis conscient parce qu'il y a quand même une très grande discrimination ici. On n'est jamais mieux que chez soi. Hein. Même nos enfants l'ont remarqué. Ils sont en Belgique, en France, ils sont en Occident, ils vivent dans des conditions, disons, ils ont accès à la technologie, à une certaine richesse. Ils sont à l'abri de certaines choses, de la famine, des maladies. Mais lorsqu'ils vont à l'école, on voit quand même qu'il y a une certaine discrimination. Les Noirs, vous faites les sports, vous faites la musique. Et les Blancs, on occupe tous les postes au Parlement, au gouvernement, et tous les bons postes, c'est pour nous. Alors, les enfants se disent, ici, nous vivons bien, mais nous avons notre paradis en Afrique. Nous pouvons aussi travailler pour notre paradis, pour que ce pays-là soit un pays où respectable et respecté, où on peut avoir accès à tous les postes. On ne va pas nous catégoriser, voilà, vous, c'est les sports et la musique, et les cerveaux, c'est nous autres. Moi, je regarde l'exemple de Botticelli. Les Italiens, c'est un des peuples les plus racistes d'Europe. Le Botticelli, là, il est allé en Grande-Bretagne parce qu'il se sentait mal en Italie. Maintenant, on a découvert un héros parce qu'il a marqué 2 buts.
Mais moi, je me demande, si c'était le fameux Botticelli qui avait fait des études universitaires et tout ça, qui voulait aller au Parlement italien, qu'est-ce qu'on aurait dit? On l'aurait pas accepté, hein. Lui, il est juste là pour courir parce qu'un noir, il ne réfléchit pas, selon eux. Un noir, il est bon à utiliser ses jambes et ses muscles pour marquer des buts. Et ça, c'est ce qui fait que ça décourage. Pensez-vous que si le Ghana était un pays développé, Botticelli serait en Italie? Bon, ou bien que pour lui, c'est un peu différent. C'est un enfant adopté. D'accord. Mais prenons les autres Botticelli, les autres noirs d'Italie, les noirs de France, les noirs de Belgique. Pensez-vous que si les Ghana, les Gabon, les Cameroun, les Nigeria, les Congo, l'Angola, c'était des pays développés, ces noirs auraient eu besoin de venir mouiller leur maillot pour des équipes européennes? Non, pas du tout. Ils le font parce qu'il y a de la discrimination. Et ce que tu as dit, c'est vraiment juste. Merci. Avez-vous un mot pour la fin, une petite conclusion pour le peuple congolais? Ben, je dis tout simplement au peuple congolais que nous devons aimer notre pays de toutes nos forces, parce que nous n'en avons pas deux. C'est notre héritage que Dieu nous a donné. C'est la terre de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont donné cette terre. Nous devons la léguer à nos enfants. Donc nous ne devons ménager aucun effort pour que ces pays soient indépendants. Nous devons beaucoup lire. Lisons la révolution des bolcheviks en URSS en 1917. Regardons la révolution de Mao. Regardons la révolution américaine de 1776. Regardons la révolution française de 1779. Ben, toutes ces révolutions peuvent nous inspirer. Si aujourd'hui les États-Unis, c'est le pays le plus développé du monde, si la France aujourd'hui fait partie des pays parmi les plus développés au monde, ils sont passés par de luttes. Ils ne se sont pas laissés faire. C'est des luttes de longue haleine, mais quand on est déterminé, quand on se bat pour une cause juste, on finit toujours par avoir des résultats. Donc nous ne devons pas désespérer. Le Congo n'est pas encore perdu. Le Congo est au fond des abîmes, mais il n'est pas encore perdu. Nous devons nous battre jusqu'à récupérer notre pays et en faire un des pays le plus beau au monde, ce qui nous incitera, nous tous qui sommes en Occident, à rentrer pour aller travailler pour notre pays. Aux enfants, si nos parents se sont battus pour avoir un semblant d'indépendance politique, mais ils ont après enfoncé le pays dans leur turpitude au point où nous en sommes, nous, on dit, nous, la génération intermédiaire, nous nous sommes réveillés pour récupérer les pays et vous les léguer. Aidez-nous à récupérer ces pays, développez-les et faites-en bon usage. Ça sera notre façon à nous, génération sacrifiée, génération intermédiaire, de nous racheter et de vous demander pardon à vous, nos enfants, parce qu'on n'a pas été à la hauteur, on a fait de ces pays un enfer. C'est la lutte que nous menons actuellement, c'est dans ce sens-là aussi. C'est pour vous donner un pays où il fait beau vivre, mais c'est pour nous faire pardonner aussi. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Merci, Monsieur Maïzo. Merci.